Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer, je suis Sid, accompagné de notre chère Kira que nous aimons tant. Comment vas-tu ? Comment s'est passée ta semaine ? Je crois, mon pauvre, un petit peu malade. Salut Sid, bah écoute, ça va, on va dire moyennement. J'ai eu une semaine de vacances, mais j'ai passé une semaine malade. Donc c'était génial, j'ai eu de la fièvre et tout. Mais j'ai quand même eu l'occasion de m'occuper un petit peu pendant cette semaine, on va dire, sous un plaid avec un chat. J'ai continué la série What We Do in the Shadow. Donc tu sais, quand je t'en ai parlé la semaine dernière, j'avais commencé la série, j'étais en fin de saison 1. Donc là, je suis en fin de saison 4. Autant dire que tu m'en parles beaucoup de cette série. Ouais, c'était très très bien, enfin c'est toujours très très cool et j'adore, donc je vous ferai un HS dessus bien sûr. Je continue le jeu The Sommateur, j'ai un petit peu mis de côté parce qu'il y a énormément de lectures sur ce jeu et c'est vrai que quand t'as la tête en vrac c'est toujours un petit peu galère. Du coup en parallèle je me suis lancé dans Like a Dragon Gaiden, le spin-off de Yakuza que je n'avais pas fait, je l'avais acheté en version physique il y a quelques temps et que j'avais pas eu l'occasion de faire et du coup je me suis lancé dessus parce que bon ça c'est comme le vélo, ça s'oublie pas et au final je m'éclate beaucoup là-dessus et surtout j'ai quasiment terminé la saison 2 de Squid Game, donc tu vois moi ça a été très prolifique on va dire cette semaine couchée. Et toi qu'est-ce que tu as fait ? Je t'ai trouvé très efficace en tout cas, moi j'étais en déplacement à l'étranger donc ma Switch m'a suivi partout sur Xenoblade bien sûr et j'en suis à un moment que je trouve toujours un petit peu charnière dans les jeux que j'aime beaucoup, c'est le point de non-retour. Tu sais, il y a maintenant les jeux l'annoncent où passer ce moment, tu fais plus rien. Tu fais plus rien, t'es dans le tunnel jusqu'à la fin. Donc j'en suis à cette étape-là. Et sinon, j'ai platiné un jeu que j'ai fait en coop qui est très intéressant. Une sorte de jeu qui, je dirais, est moi je trouve déjà plus mes mots, un escape game en jeu vidéo, c'est Opération Tango, c'est dispo sur le PS Plus et j'en ferai une chronique parce que franchement ça a été une très très belle surprise. C'est pas un jeu où t'es un espèce d'agent secret ? En fait, tu as un joueur qui joue un agent secret et l'autre qui joue un hacker qui doit aider son agent qui est sur le terrain pendant que le hacker est derrière son PC à crypter des choses. C'est original. C'est sympa parce que le gameplay est asymétrique, on fait pas du tout la même chose et c'est un gros jeu de coordination et je le développerai lors de la chronique, mais vraiment coup de cœur. Alors c'est un petit jeu, mais coup de cœur. Donc j'ai hâte de vous en parler. Excellent, carrément. Et bon, vous l'avez vu au titre. Vous l'avez entendu à la musique, normalement quand il y a une musique qui nous accompagne, c'est que c'est un épisode spécial. Kira, dis-nous de quoi on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, suite à l'annonce, entre guillemets, suite à la petite vidéo qu'il y a eu sur la Nintendo Switch 2, on s'est dit, et si on faisait un bilan de la Nintendo Switch, tout simplement, donc l'histoire de la console, notre top 5 de nos jeux préférés, faire une petite rétrospective, on va dire, sur cette console qui est à la fois atypique et surtout si populaire. C'est vrai. On revient évidemment sur l'annonce de la Switch 2, on va essayer de décrypter les choses, les petits points qui feront débat, etc. Mais c'est ce qu'on s'était dit avec Kira, pour vous, on n'a jamais traité les leaks, on n'a pas parlé des fuites ou autres, mais par contre on gardait dans nos petits cartons cette émission spéciale, donc on espère qu'elle va vous plaire évidemment. Et Kira aussi, petit point réseaux sociaux, comment on peut faire plaisir à ce site, dis-nous tout. Alors vous pouvez bien sûr nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, le site internet également, vous avez un lecteur intégré Spotify, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, enfin X maintenant bien sûr pour les jeunes on va dire, Twitter, Instagram, Facebook, donc on est disponible un petit peu partout et surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires en remplissant le petit formulaire sur le site et bien sûr on vous répondra pendant l'émission comme on le fait souvent. Eh bien écoute Kira, je te propose de commencer sur une date, le 3 mars 2017. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais le 3 mars 2017 ? Ou la question piège dès le début. Alors oui, je m'en souviens très bien. En fait, ce jour-là, je suis allé à Cultura chercher nos 2 consoles qu'on avait réservées, que je me suis empressé de ramener chez nous pour qu'on puisse les déballer ensemble. C'est vrai. Et on avait pris des photos et tout. À l'époque déjà, avant même que la taverne existe, on était déjà 2 fanboys devant nos Nintendo Switch en train de les déballer. Et quel bon moment, les unboxings aussi, c'est un moment toujours un petit peu... Moi j'adore ce contact avec le matériel, la découverte, l'ouverture du carton. L'odeur du plastique. Les bruits du carton qui... On devrait faire un truc d'ASMR, je crois, Kira, avec nos voix de baryton. Oui, c'est clair. Non, la Nintendo Switch, avant tout, je trouve,
c'était mon introduction sur le sujet Nintendo Switch. C'est pour moi une promesse, car finalement c'est un petit peu ça. De toute façon, Nintendo aime jouer avec son public, aime jouer avec les amateurs de la marque. Et donc la Nintendo Switch, promesse d'une console hybride. Donc le tour de force, il était là. Après l'échec de la Wii U, quand même, ils reviennent un petit peu de loin à ce moment-là, Nintendo. De loin, tout à fait. Sauf qu'ils ont la baraka, ils ont eu le nez creux, ils ont eu le bon modèle. Donc c'est cette console hybride qui fonctionne autant en portable que sur la télé. Et surtout, moi, ce qui me bluffait au moment de l'annonce, Kira, c'est ce passage de l'un à l'autre de façon ultra user-friendly, donc très facile d'accès au grand public. On pose, on dock la console, on la dédock, et là on passe. Et c'est parti. Et ça, moi déjà, cette promesse-là m'a tout de suite séduit parce que je suis très amateur de consoles portables, tu le sais. Et c'était le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce que t'as procuré cette promesse ? Moi, c'était pareil. C'est vrai que, alors moi, pour le coup, je ne suis pas un adepte des consoles portables, mais je me suis dit, ça serait peut-être l'occasion de jouer à Skyrim sur ses toilettes, par exemple. Et c'était quand même une sacrée promesse. C'était une sacrée promesse de pouvoir jouer également à Mario Kart en salle de pause avec des collègues. Enfin, vraiment de pouvoir emmener sa console de jeu partout sans avoir à emmener tout un système contraignant, avec des câbles ou des choses comme ça. Et c'est vrai que la promesse est parfaitement tenue parce qu'au final, avec le recul, j'ai joué à 90% de mon temps en console en nomade. En fait. Donc j'ai très peu joué en docké, j'ai joué un petit peu, c'est vrai, mais j'ai joué essentiellement en nomade. Alors la première question qui me vient, Kira, c'est combien de dragons as-tu tué sur ton trône du coup ? Oula, une bonne centaine, facile. Bon, je vais arrêter là les blâmes, mais après il y avait les histoires des cris qui me venaient, des cris du dragon. Enfin bref, on reste là. Ah, j'ai bien optimisé mon Toom. Voilà. Donc le Toom dans les toilettes de Kira avec la Switch en portable. Et figure-toi que moi, la Switch, comme toi, c'est plutôt une console portable. Aussi à Skyrim aux toilettes ? Non, je joue pas aux toilettes, moi. J'aime bien que rapide et efficace, les toilettes, j'y passe peu de temps. Mais vous êtes rentrés dans notre intimité quand même en peu de temps là sur. Est-ce que vous êtes histoire. team je joue aux toilettes ou team rapide efficace comme Sid ? N'hésitez pas à nous faire le commentaire. Et faites-le au travers des 5 étoiles que vous pouvez déposer sur les applis. Ça racole très fort aujourd'hui. Ouais, bon bref. Ça racole fort. Revenons à nos moutons. Alors. Là, tu as dit quelque chose en plus très important. Je reprends ton exemple de la salle de pause avec les collègues à jouer à Mario Kart, parce qu'il y a aussi cette histoire. Elle n'est pas que portable ou dockée, elle est aussi les Joy-Con qui s'enlèvent. Ça, c'était aussi une révolution. C'est que notre console, on enlève donc les extrémités. Bon, vous savez ce qu'est une Switch, pour soit le brancher sur une manette et en faire une vraie manette, ou du coup se passer les Joy-Con et faire plusieurs deux manettes du coup, avec deux jouer à deux. Quoi. Exactement, je me suis un peu perdu dans l'explication, mais de toute façon, vous savez ce qu'est une Switch. Et là aussi, tour de force. Franchement, on parle de facilité parce qu'il s'adresse au grand public, Nintendo, et ça, faut bien le garder à l'esprit. Mais tu vois, la facilité, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde de jeux vidéo comprend tout de suite la gymnastique à faire avec les Joy-Con. Et c'est brillant. Là aussi, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà, en 2 clics, la console, elle est prête à utiliser en version portable. Et quand on les redéclique également, là, on passe la manette à un pote et puis direct, hop, on se fait un petit Mario Kart. C'était ça la promesse, et promesse largement tenue au final. Promesse complètement tenue, et bon, le succès est au rendez-vous. Le prix de la console à ce moment-là, c'était... je crois qu'elle était sortie à 329 et elle a assez vite baissé de prix à 299 €. Un truc comme ça. 349, je crois, de mémoire, 350 €. Ouais, je sais plus. De mémoire, elle est sortie. En tout cas, c'était dans ces eaux-là, mais là aussi, après, la console était assez peu puissante, si on peut dire, par rapport aux autres consoles du marché. Mais là aussi, j'ai trouvé pour la proposition un peu hybride, un tarif à ce moment-là qui, moi, était pas dissuasif du tout. Au contraire, j'y étais allé, tu l'as dit, on y est allé day one. Oui, puis Nintendo n'a jamais eu des consoles vraiment chères au final avec le recul. Même la Nintendo 64 ou la GameCube, c'était pas des consoles exorbitantes en termes de tarifs. La Wii aussi, par exemple. Et c'est vrai que la console, comme tu le dis, est moins puissante, comme c'est souvent le cas chez Nintendo. Mais à côté, surtout, c'est la promesse. C'est une promesse en fait qu'on achète vraiment. Un concept. Quand ils ont commencé à communiquer sur les vibrations des Joy-Con, par exemple, c'était aussi une sacrée promesse à l'époque. Donc pour le coup, la promesse qui n'a pas spécialement été tenue. Mais c'est vrai que c'était une vraie promesse à l'époque et c'était aussi très novateur, hein. C'était bien avant la DualSense du coup. Ouais, t'as raison.
Ils avaient beaucoup misé sur cette vibration qui a été un peu reprise, j'ai l'impression quand même au compte de PlayStation et la DualSense, là Exactement. où beaucoup on a plus quand même l'association d'avoir quelque chose un peu de novateur techniquement en termes de vibration. Donc la console est sortie avec son line-up et évidemment. Te souviens-tu des jeux qui faisaient partie du line-up de la Nintendo Switch, sachant que moi j'en avais aucun souvenir à part un jeu évidemment, et en regardant sur Wikipédia, je vais pas vous mentir, j'ai ces 5 jeux. Alors as-tu une idée ? Il y avait 1, 2, 3 Switch. Oui, tout à fait. Ça, je me souviens de celui-ci parce que c'est le seul jeu vraiment où on pouvait utiliser les vibrations de la manette. Il y avait Zelda, qui était Day One. Breath of the Wild, avec c'est ce qui m'a fait acheter la console. Avec une sortie en parallèle avec sur Wii U, hein, c'était un jeu cross-gen, n'oublions pas quand même. C'est vrai, un dernier jeu Wii U, tout à fait. À côté de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Mario Kart, il arrive un petit peu après de mémoire. Oui, il arrive après. Oui, les 3 autres, non, je m'en souviens plus, tu vois. Il y avait Just Dance 2017. Oui, c'est vrai, Just Dance. Ouais. C'est pas notre cam, mais bon, voilà, gros jeu quand même. Et puis grosse c'est un licence, jeu, pour le coup, familiale. j'ai un Just Dance à la maison, j'y joue de temps en temps. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est totalement fait pour la Wii, en fait. Pareil, un Joy-Con par personne, et puis hop, c'est parti, on s'amuse. Quoi. Ouais, très efficace, tout de suite, hein, c'est bien dans le concept. Il y a eu Skylanders Imaginators, donc Skylander Feu, hein, la licence qui a brassé des milliards pendant un certain temps et qui s'est un peu croûtée, si je puis dire, après. Elle s'est surtout éteinte d'un coup, en fait, mais il y a énormément de gens qui étaient vraiment fans de Skylanders, on en trouvait partout, et puis ces figurines-là, au final, j'en croise de temps en temps en vide-grenier. Pas aussi belle que Disney Infinity, mais ça reste des belles figues quand même. Et je pense qu'il y a un héritage à ça, hein. Pour moi, c'est les Amiibo, donc je ne sais pas concrètement si vraiment les Amiibo sont là grâce à Skylander, mais en tout cas pour moi dans mon esprit c'est ça qui c'est ça qui a emmené Nintendo vers les Amiibo que moi vraiment je les collectionne et je les collectionne et je les déboîte, on se comprend, je les enlève de leur boîte avec tes Amiibo, là, je comprends pas. Non, je les enlève de leur boîte et je les trouve ultra quali, les Amiibo. C'est, en termes de conception, c'est canon, hein. Moi j'aime beaucoup les Amiibo. J'ai 4 Amiibo, moi j'en ai pas énormément. J'ai 2 Amiibo Zelda, un Solid Snake que tu m'as offert, et j'ai aussi un Amiibo Animal Crossing aussi. Et ben j'ai tous les Animal Crossing, et j'ai un Amiibo que j'aime beaucoup que tu m'as offert, qui est un Samus que j'ai gardé lui en boîte. C'est vrai. J'ai aussi le Chevalier Solaire de Dark Souls qui est devenu assez rare, que j'ai en boîte. Enfin voilà. Bref. On n'est pas là pour parler des Amiibo, même si c'était une parenthèse très agréable. Et le dernier jeu du line-up, c'était Super Bomberman R, que j'aime beaucoup. Je suis grand fan de la saga Bomberman. Et pareil, tu l'as dit, c'est un très bon line-up parce que là aussi, jeu très simple, tu donnes la manette, on comprend tout de suite, tu poses les bombes, tu les évites. Enfin voilà. Je trouvais ce line-up simple. Petit quand même, mais qualitatif. Après, c'était essentiellement du jeu multijoueur, et puis pour le fan de grosses aventures solo, Zelda Breath of the Wild, c'était vraiment le jeu pour les, entre guillemets, les hardcore gamers, qui a lancé vraiment l'impulsion de l'achat, et les autres, c'était pour reproduire aussi un petit peu le succès de la Wii, c'est-à-dire des jeux familiaux, ludiques, faciles à utiliser. 1, 2, 3 Switch, je sais que le jeu était pas ouf, mais j'ai beaucoup joué avec, et c'était plutôt cool. Oui, et puis sur 1, 2, 3 Switch, c'est le Wii Sport en fait, hein, parce que aussi, exactement. Rappelons-le, et on en parlera quand on parlera de la Switch 2 du coup, mais Nintendo aime vendre leur console avec un jeu vitrine, donc là c'était 1, 2, 3 Switch. Ah, il était pas avec la console, enfin, il l'a acheté à côté. Il était achetable à côté. Justement, c'était le reproche que j'avais fait à l'époque, c'est que Wii Sport était offert, et pour 1, 2, 3 Switch, c'était pas le cas. Ils avaient parlé justement des nouvelles technologies et tout qui faisaient qu'ils l'avaient pas intégré à cause de ça, et c'est un jeu qui était assez cher quand même, 49€ je crois de mémoire c'était plus une grosse démo de luxe, mais ça n'empêche que, on me l'avait prêté de mémoire, mais ça n'empêche que oui, ça faisait partie du line-up, mais ce n'était pas intégré. Ok, ouais, très bonne remarque. Parce que c'est ce que j'allais dire, ils vendent leur console aussi autour de Wii Sport, c'était la promesse du jeu en salon familial. La Wii aussi a été un carton énorme, et Wii Sport y a contribué. Et Wii Sport est un des jeux les plus vendus de tous les temps, justement parce qu'il était porté par l'achat de la console. Exactement. Petite frise chronologique qui défrise, petit jeu de mots que j'avais préparé, donc j'espère que vous avez ri derrière vos écouteurs. Non, on va revenir sur les dates marquantes, les dates que j'ai sélectionnées, en tout cas que j'ai trouvées marquantes. La première,
qui est pas au crédit de Nintendo, c'est septembre 2018. Ils ont rendu le Nintendo Switch Online payant, parce qu'avant ce n'était pas le cas avec les précédentes consoles ni au lancement de la Switch. Et ben voilà, septembre 2019, ils franchissent le pas. C'était pas très cher, c'était une vingtaine d'euros pour l'année, mais malgré tout, ils ont franchi ce pas-là. C'est vrai, et bon, si beaucoup de gens forcément levaient de bouclier à l'époque et tout, mais je trouve quand même, avec le recul, que c'est une bonne chose dans le sens où le Nintendo Switch Online s'est beaucoup étoffé dernièrement. Et au final, même si le prix n'est pas forcément plus élevé qu'avant, il y a quand même énormément de fonctionnalités en plus qui ont été agrémentées au gré de la durée de vie de la console. Et ça, c'est quelque chose, malgré tout, d'assez intéressant, parce que beaucoup d'entreprises ont sorti leur propre, je parle du Xbox Live au début, du PS Plus, mais c'est resté tel quel en fait, du Xbox Live ou du PS Plus en fait. Il n'y a pas eu vraiment de features supplémentaires. Et ça a rajouté au crédit Nintendo également. Ouais. Toujours dans l'innovation, avril 2018, donc là je me trompe, j'aurais dû mettre ça d'abord, mais Nintendo Lab, tu te rappelles les kits en carton? Bah ouais. En fait, ça paraît anecdotique, bon, c'est pas été, je sais pas si c'est un grand carton. Non, ça n'a pas été un succès. Ah, ça n'a pas été un carton? Non. Ouais. Tu l'as la blague avec un? Ouais, on est chaud aujourd'hui. Donc ils avaient fait un volant, une canne à pêche en effet en carton, donc on se servait des Joy-Con, de la console et on agrémentait notre console d'objets physiques comme ça en carton. Et bien écoute, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai jamais acheté, mais je trouve le concept toujours génial. Enfin, je trouve c'est absolument incroyable comme idée. Bon, ça a floppé très certainement, mais je sais pas, tu vois, ça a quand même quelque chose d'assez délirant, et il y a que Nintendo qui pouvait sortir un truc comme ça, quoi. Ouais, ils ont le mérite de tenter quelque chose, mais c'est vrai qu'au final, de mémoire, le tarif était un peu élevé, c'est pour ça que personne n'est passé à la caisse. Ça a vite fait été soldé derrière, mais moi, ça n'a pas été ma cam, et j'ai même beaucoup rigolé avec ça. J'ai beaucoup trollé d'ailleurs là-dessus. Ensuite, septembre 2019, les jeux NES sont arrivés dans l'abonnement du coup Switch Online, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ils ont agrémenté le service, et là avec du rétro gaming, on y reviendra parce qu'il y a d'autres dates après où ils ont continué à agrémenter. Septembre toujours 2019 qui ira l'arrivée de la Switch Lite, donc la console que portable, donc les Joy-Con s'enlevaient pas, il n'y avait pas de dock, et une console qui avait, enfin moi je l'ai acheté, j'étais pas satisfait de cette console parce qu'elle ramait quand même plus encore que la Switch classique, l'autonomie de la batterie était pas terrible, donc moi j'ai pas trop aimé cette console. Après, la Switch Lite, c'est surtout une console pour les enfants, on va dire, donc pour les gens qui ne veulent pas mettre de console dockée sur leur télévision, ou peut-être qui ont déjà une Switch et qui veulent en acheter une seconde, soit pour un conjoint, soit pour un enfant, par exemple. Pareil, c'est la console qui a enlevé les fonctionnalités du coup des fameuses vibrations, et je pense que c'est aussi pour ça que Nintendo ne s'est pas engouffré dans pas mal de petites features justement de vibrations, parce qu'au final, beaucoup de joueurs jouent en Switch Lite en fait. Et ouais, ça a été pour moi c'était un petit recul cette histoire. Bah voilà, je l'ai vu comme un recul, et je pense aussi que les chiffres nous donnent raison, Kira, parce que des trois consoles, donc la OLED on en parle tout à l'heure, mais la Nintendo Switch classique, la OLED et la Switch Lite est la moins vendue des trois. Oui. Et je pense que, comme tu l'as dit aussi, c'était à ce moment-là une stratégie de Nintendo de commencer à multi-équiper les consommateurs, parce qu'à un moment évidemment les constructeurs arrivent à un plafond de verre quand les foyers sont déjà équipés et qu'il n'y a plus de marge de progression, et ce genre d'offre c'est une façon de multi-équiper les gens et de faire rentrer plusieurs consoles dans le foyer, et beaucoup de gens aujourd'hui ont plusieurs Switch à la maison, tu l'as dit, pour des proches, une Lite et une OLED. Voilà. Exemple concret que tu viens d'illustrer. Autre date, et là je vais faire un enchaînement de dates. En 2021 septembre, les jeux Nintendo 64 et Mega Drive arrivent. En 2023, Game Boy Color et Game Boy arrivent. Donc toujours on agrémente le service, et moi je l'adore ce service, parce que rentrer du rétro gaming, c'est aussi de la conservation de patrimoine, hein, je trouve qu'il est accessible facilement. Et je termine par une date très importante, donc là j'ai fait un petit boubi-boulga, mais on revient en 2021 pour la sortie du modèle OLED, que je trouve être une console absolument magnifique, avec un écran magnifique, une meilleure autonomie, et j'en suis très content. Tu sais qu'elle me quitte jamais, mon modèle OLED. C'est vrai que sur la qualité d'écran, il y a quand même un sacré gap et un sacré gain, et pareil, c'est pour ça que je joue aussi beaucoup en nomade, justement, c'est parce que l'écran est vraiment de qualité, et
à l'heure actuelle où la Switch est quand même vieillissante, où les jeux piquent un peu les yeux, on va dire, en termes d'aliasing, de scintillement, quand on est sur grand écran, là l'avantage de le jouer en nomade, c'est que ça se ressent moins. Par exemple, comme toi en ce moment je fais Xenoblade, donc moi j'en suis qu'au début, je dois être au chapitre 5 de mémoire, mais le fait de le jouer en nomade, déjà j'ai mon petit rituel, je joue le soir avant de me coucher, enfin toi je me suis fait ma petite life avec, mais surtout je ne ressens moins ces limitations techniques. Oui, complètement. C'est comme voilà, t'as ce petit écran dans la main et c'est le moment de flex un petit peu. Kira, quel est ton modèle de Switch OLED ? Vas-y, c'est pour toi. Fais-toi plaisir. Moi, j'ai la Zelda TOTK en Switch OLED, donc qui est actuellement, pour moi, la console la plus jolie de cette gamme. En tout cas, ils ont fait énormément de consoles en série limitée aussi. Il y a eu de la Mario, il y a eu de la Splatoon, et c'est vrai que ça, c'est bien également pour les gens qui veulent collectionner les consoles. On en connaît, toi, par exemple, ou les personnes qui ont envie d'avoir quelque chose d'un peu différent dans leur salon. Et c'est ce qui est intéressant avec Nintendo aussi, c'est qu'ils ont épousé à fond ce système en fait, ils ont réussi à créer un objet précieux. En fait. Et en tout cas, bravo, elle est somptueuse. Tu as un très bel objet de collection entre les mains. C'est pas le moment de perdre tes Joy-Con, mon cher Kira. Non, j'ai déjà perdu mon jeu Zelda, donc je vais éviter de perdre mes Joy-Con, ça me ferait chier. Et dernière date, mai 2024, donc c'est la date la plus récente, la console Nintendo Switch est devenue officiellement la console la plus vendue au Japon, donc elle a dépassé toutes les autres. Dans le monde, la Switch est encore un tout petit peu derrière la PS2, mais bon, voilà, peut-être qu'ils vont gravir les marches, mais c'est l'occasion d'enchaîner sur les jeux les plus vendus. Le jeu le plus vendu, tu le connais très certainement, Kira, sur Switch. Ouais, c'est Mario Kart. 65 millions d'exemplaires, c'est astronomique. Surtout qu'à la base, c'est un jeu qui est sorti sur Wii U et qui a été porté sur Nintendo Switch, donc c'est pas un nouveau Mario Kart. Donc on peut dire qu'ils ont fait une très très belle affaire, même si au fur et à mesure il a eu des DLC, des mises à jour, des petites choses comme ça, ça reste quand même une très belle Oui, je trouve toujours ça assez fou de voir Mario Kart premier des charts encore de temps en temps quand il n'y a pas grand jeu qui sortent. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à acheter plusieurs exemplaires de Mario Kart? À un moment je me dis mais les gens, c'est bon, ils l'ont quoi, non? Et il y a encore des Mario Kart qui se vendent, donc c'est assez fou. Les jeux les plus vendus sont les jeux licence Pokémon, donc c'est 100 millions, mais ça regroupe tous les jeux sortis sur la Switch, donc c'est un peu de la triche. Les jeux Zelda ensuite, donc 53 millions d'exemplaires, donc pareil c'est les jeux licence Zelda, donc il y en a plusieurs, donc 53 millions. Après en jeu standalone, Animal Crossing, 46 millions, Kira. 46 millions Animal Crossing, c'est fou. Moi-même je suis passé à Animal Crossing et pourtant c'était pas gagné. Je comprends le succès de cette licence. Et je suis très heureux de voir le succès de cette licence parce que tu te rappelles, j'y jouais sur GameCube, ça fait partie des jeux que j'ai découvert en même temps que la GameCube. Tout le monde me regardait avec des yeux bizarres à jouer à ça, et maintenant on est 46 millions à jouer à l'Animal Crossing sur Switch. Et comme tu le dis, le succès de ce jeu, en fait, il n'y a pas un jeu plus chill que ça. Après, on va peut-être pas trop. Et peut-être qu'il sera dans notre top, donc ne développons pas trop. Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, succès amplement mérité. C'est clair. Ensuite, les Super Mario 3D, donc 42 millions. Les Super Mario 2D, 41 millions. AP Super Smash Bros, 35 millions. Mario Party, 34 millions. Kira, Mario Party, quand même, c'est fou, hein, ça aussi, c'est beau. Avec le dernier sorti, tu nous as fait une chronique dessus. C'est vrai. Rappelons. Splatoon 26 millions, Kirby 15 millions, Pikmin 7 millions, Xenoblade Chronicles 7 millions et enfin Metroid à 5 millions. Donc des licences de fou. Vraiment, là ils ont une mine d'or entre les mains, nos chers Nintendo. Ah ça ils le savent, hein, c'est vrai que je vais encore en parler derrière, mais Nintendo sort beaucoup de remasters de leurs jeux, donc de consoles d'ancienne génération, beaucoup de jeux également Wii U qu'ils ont voulu, parce que la Wii U ayant fait un bid, ils ont voulu donner une seconde vie à ces jeux-là, à raison. Ça a permis à plus de gens de découvrir certaines licences, mais oui, c'est ce qui fait vivre vraiment l'écosystème Nintendo, c'est leur licence et leur titre phare, quoi. Donc, avais-tu eu la Wii U? Je me souviens pas, Kira. Pas du tout. En fait, moi j'ai toute la partie. J'ai lâché Nintendo en fait au moment du motion gaming, c'est-à-dire la Wii que j'ai eu mais pas longtemps. Je l'ai revendu parce que je ne trouvais pas ça hyper intuitif et j'avais été très déçu des jeux Zelda qui étaient sortis sur Wii, ce qui fait que j'ai revendu ma console juste après Skyward Sword.
Et du coup non, donc je n'ai pas acheté la Wii U, et par contre je me suis engouffré sur la Switch dès sa sortie, parce que justement avec ce côté hybride où on peut jouer à la fois en motion gaming ou tout simplement en docké quoi. On y revient. Ouais, je comprends. Pareil que toi, moi j'avais acheté la Wii quand même. J'avais très peu joué dessus, à part Twilight Princess que j'avais pas du tout aimé. J'avais fait le jeu Zelda, tu sais, motion gaming aussi, où tu avais une sorte d'arc. Même tu avais un accessoire carrément pour transformer ta Wiimote en pistolet qui servait à viser l'écran et tout. C'était claqué, vraiment, c'était nul. Et sinon j'avais fait Xenoblade à l'époque. C'était les seuls jeux que j'avais fait sur Wii, donc pour te dire. Moi j'avais fait un jeu Dragon Ball sur Wii, je crois que c'était la revanche de King Piccolo qui était de mémoire, qui était très bien. Maintenant ça doit être tout flingué en vrai, mais je sais qu'à l'époque ça m'avait beaucoup plu. Et du coup on parle de nos petits coups de cœur en jeu, c'est le moment de passer sur le top de la console, donc on vous réserve un top 5, on sait pas toujours quel est notre top, donc ça se trouve, là je pense qu'il y a des jeux qui vont se télescoper forcément, mais bon, comment ira ton top 5 en termes de jeux Switch du coup ? Alors c'est vrai que moi j'ai joué à la Switch, mais j'ai pas non plus poncé le catalogue de la Switch, donc moi mes tops risquent d'être assez classiques on va dire. En numéro 5 j'ai mis j'ai mis Pokémon Écarlate, qui est le dernier Pokémon que j'ai fait sur Switch. Alors j'ai vu que ce jeu a été décrié, moi je l'ai beaucoup aimé, pour la simple et unique raison c'est qu'on pouvait se balader et voir ces Pokémon dans la nature en fait. Et ça pour moi c'était vraiment un rêve de gosse, c'était de voir ces Pokémon se balader, on peut les esquiver ou non, et cette sensation d'être vraiment un dresseur et de se balader dans cet univers m'a beaucoup plu, et c'est pour ça que je le mets dans mon top 5. Je comprends, j'ai beaucoup aimé Écarlate, c'est pas mon Pokémon préféré, peut-être que j'en ai un dans mon top, mais ouais, je comprends. Je développe pas trop parce qu'on parlera de Pokémon après. Moi mon top 5 Kira, c'est Mario Kart. Jeu familial par excellence, évidemment, il est fun. Il est joli, il est super complet. Les circuits, pour moi, c'est le vrai point fort de ce jeu. J'aime beaucoup les circuits dans Mario Kart 8, sachant que mon Mario Kart préféré reste Double Dash, parce que vraiment, je l'aime trop, c'est Double Dash. C'est mon Mario Kart préféré aussi. Ah, je l'aime vraiment trop. Donc ce Mario Kart 8... sur le même karting et pouvoir sweeper, c'est ce que j'aimerais retrouver d'ailleurs dans le prochain. Mais en fait, Kira, tu viens de dire le truc, c'est que j'ai vécu Mario Kart 8 comme une petite régression par rapport à Double Dash. C'est pour cette raison qu'il est pas mieux placé, parce que j'aime beaucoup les Mario Kart. Mais sinon, le jeu reste quand même très bien. Encore une fois, je le dis pour ces circuits que je trouve absolument géniaux, malins, trop bien dessinés. Restera la frustration quand même du classement. Moi, je déteste vraiment leur système où quand t'es premier, tu te bouffes toutes les carapaces bleues. Je peux casser des Joy-Con pour ça, mais voilà, je préfère les jeux où c'est plus sur le skill, comme les F-Zero, les Wipeout, mais franchement excellent jeu, les ventes parlent d'elles-mêmes, et aussi très grande longévité. C'est du jeu qui a du contenu tout le temps et qui a suivi un petit peu toute la durée de vie de la Switch, donc c'est ça que j'espère aussi avec le prochain, le 9, qui fasse toute la vie de la Switch 2. Ton top 4? Mon top 4 c'est Luigi's Mansion 3. Ah, bien vu, ok. Oui. J'avais adoré le premier sur GameCube, j'ai adoré le troisième sur Switch, je n'ai pas fait le 2 que je vais faire je pense prochainement. Ce côté chasseur de fantômes, ce personnage de Luigi que je trouve attachant, cette histoire un peu loufoque avec plein d'easter eggs, enfin, pour moi c'est vraiment un des jeux que j'ai préféré faire et que j'aime bien relancer de temps en temps. Et quel est ton perso préféré de Mario du coup? C'est Luigi justement? Alors de Mario, bah non, moi c'est l'univers Donkey Mario Kong, en fait. Ah, c'est Donkey Kong, ok. Oui, c'est pour ça que je le prends toujours à Mario Party quand je te mets des piles. Tu veux vraiment qu'on en reparle? Mon top 4, c'est un jeu Pokémon et c'est Kira. Vas-y, devine. Pokémon Arceus. Pokémon Arceus, tout à fait. Bravo. C'est pas le meilleur. Alors vous allez dire le mec est bipolaire. Non, c'est pas le meilleur, mais c'est celui qui m'a fait revivre un sentiment de renouveau dans les jeux Pokémon, parce que moi je suis un petit peu fâché avec les Pokémon 3D. Épée bouclier, ok, il est très bien. Enfin, ils sont bien les jeux Pokémon 3D, mais je trouve qu'ils sont vraiment installés dans une certaine routine avec des jeux qui manquent d'ambition, qui manquent de consistance, qui manquent de force. Et ce Arceus avait une proposition très décalée avec ce Japon féodal, avec un système de combat et de capture différent. Et c'est
ma bouffée d'air sur cette licence la plus récente et celle que j'ai le plus appréciée. Donc c'est pour ça, petit coup de cœur. Et il y aura d'ailleurs une chronique dans l'année sur Pokémon Arceus. D'accord. Ton top 3, Kira. Alors mon top 3, je pense que ça va te surprendre. C'est pas un jeu Nintendo, mais c'est une exclue Nintendo. Ok, cool, intéressant. C'est Marvel Ultimate Alliance 3. Ah oui, en effet, c'est surprenant. Ok, bien vu. J'avais adoré les deux premiers. Le troisième, quand il est sorti, forcément, je l'ai pris Day One et je l'ai toujours. C'est un jeu que j'aime bien relancer de temps en temps et surtout, c'est un jeu qui est très cool à jouer en multijoueur, en écran, en local en fait. On n'est pas obligé de jouer sur Internet à ce jeu, ce qui est quand même maintenant original, on va dire. Et oui, c'est fun. On peut faire des combos entre les personnages. Le roadster est énorme. Voilà, c'est pour moi mon top 3 des GOTY Nintendo. Enfin, des GOTY, non, pas des GOTY, mais de mes jeux préférés chez Nintendo. Ouais, c'est intéressant. Après, en plus, t'as eu le courage de pas mettre un jeu exclusif. Moi, j'avoue que j'en avais pas trouvé des jeux qui n'étaient pas des jeux Nintendo, pardon. Mon top 3, on peut pas faire plus cliché. C'est un jeu de plateforme que j'ai aimé par-dessus tout. Donc, je sais que tu sais, voilà, c'est Super Mario Wonders. Ouais, franchement, c'est mon jeu de plateforme. Je tarie pas d'éloges sur ce jeu. Je le trouve brillant. Je le trouve d'une richesse incroyable. Et surtout, c'est un jeu sur lequel il faut s'attacher aux détails. Soyez attentifs, il faut regarder, écouter, tout être. Enfin, c'est un jeu de fou furieux. C'est même mon jeu préféré de plateforme de ces peut-être 10-15 dernières années. Donc Super Mario Wonders, je le conseille, il est absolument exceptionnel. Il est meilleur que Astro Bot, qui a été GOTY l'année dernière. Donc franchement, il faut y aller. On rentre dans le dur, les top 2 et 1. Donc ton top 2, Kira. Alors mon top 2, c'est Mario Party Jamboree. Ah, ok, cool. Alors j'ai toujours aimé les Mario Party, celui-ci pour moi est la recette parfaite, c'est-à-dire ça allie le nombre de mini-jeux, le nombre de plateaux différents, le nombre de personnages, enfin on est vraiment sur un Mario Party maxi best-of, donc avec tout ce qui s'est fait de mieux dans tous les Mario Party qui étaient sortis juste là, que ce soit en solo, en multijoueur, j'ai pris un abonnement Switch Online justement pour pouvoir jouer en multi à ce Mario Party. J'ai beaucoup aimé en tout cas, et pour moi ça reste un très grand jeu que je recommande, surtout si vous voulez jouer avec vos amis en tout cas, ou même avec des randoms, c'est parfaitement possible, et voilà, c'est mon top 2. J'avoue qu'on s'est bien amusé dessus, à me shipper mes petites étoiles que j'avais durement gagnées à la sueur de mon front, Kira. Ouais. C'est vrai, et puis il y a un ami qui est toujours dernier parce qu'il collectionne soit les pièces, soit les... Enfin, il joue pas le jeu. En fait, il a pas compris, mais il a l'habitude de s'arrêter au tuto des jeux. Bon, sans les lire en plus, mais il a l'habitude de s'arrêter au tuto. Et là, non. Quand il nous voit collectionner des étoiles, il se demande toujours ce qu'on fait. C'est bizarre. Bref. Mon top 2... c'est du teasing, donc je vais dire juste le nom du jeu et voilà, on arrête là. Xenoblade Chronicles, donc voilà, teasing, chronique dans 3 semaines. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc je vais pas m'étendre maintenant. Gros teasing, mais Monolith Software, c'est un studio qui vient de grimper très très haut dans l'échelle de mes studios préférés. D'ailleurs, il faudra qu'on se fasse peut-être une émission studio préféré, hein, ça peut être sympa. Ça peut être sympa également. Ton top 1. Qui est mon top 1 ? Et mon top 1, tu dois savoir ce que c'est. Hein, pour moi, c'est Zelda Breath of the Wild, qui est le jeu qui m'a fait acheter une Switch. C'est le jeu qui a redéfini l'histoire de Zelda, le gameplay de Zelda. Un monde ouvert... entre guillemets, qui est organique, c'est-à-dire on peut se balader, on voit une montagne, on va à la montagne. Les Souls, enfin je pense qu'Elden Ring s'en est beaucoup inspiré d'ailleurs pour son open world, et cette sensation vraiment de découvrir un jeu au fur et à mesure, que ce soit en petite session ou en grosse session, c'est pour moi le Zelda le plus abouti. Je n'ai pas mis Zelda TOTK pour la simple et unique raison que je ne l'ai pas encore fait, même si je l'ai déjà depuis déjà un certain temps. Voilà, donc peut-être que Zelda TOTK le remplacera là, vu que c'est la suite du jeu en tout cas, mais pour moi c'est vraiment mon jeu préféré ever sur Switch. Ton top 1 et mon top 1, donc Breath of the Wild aussi, que je préfère à TOTK parce que moi les constructions et tout c'est moins mon délire, mais tu as tout dit, hein, c'est un monde consistant, diégétique. Moi ce que j'aime c'est que tout a des propriétés des états, tu peux
brûler, congeler, tu peux faire des combinaisons. Je pense qu'on peut encore apprendre des choses sur le jeu et je pense que même les devs ont découvert des choses que les joueurs ont fait et c'est, je pense, avec Dark Souls, les 2 jeux qui ont le plus marqué le jeu vidéo moderne, et tu l'as dit par son open world, c'est le meilleur monde ouvert, je trouve, à l'heure actuelle. Et ouais, c'est un jeu, c'est le seul jeu où tu te promènes et à tout moment tu vois un truc qui va. Enfin, c'est voilà, tu peux papillonner à tout instant. Et donc voilà, on a le même top 1. Je suis d'accord avec toi. Alors moi, mon monde ouvert ever, ça restera Elden Ring, hein, qui reste toujours mon jeu number one. Il se bastonne avec Metal Gear Solid assez régulièrement, 1-2, mais on ressent quand même beaucoup cette inspiration. Et surtout, c'est quand même un jeu qui est quand même extrêmement beau, qui reste quand même assez fluide quand on voit les performances de la console. Et déjà, dès la sortie au line-up, c'était quand même un tour de force de sortir cette proposition-là, quoi. Complètement. C'est vraiment un jeu incroyable. As-tu des mentions, des jeux que tu voulais citer que t'as pas mis dans ton top? Tout à fait, donc j'ai plusieurs mentions, donc j'ai Mario Kart bien sûr, je n'ai pas mis dans mon top justement pour ce que tu as cité tout à l'heure, pour moi Double Dash, une fonctionnalité qui est tellement importante à mes yeux, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas implanté par la suite en fait. J'ai Disney Illusion Island que j'ai beaucoup aimé, tu sais que le côté Castlevania-like on va dire, c'est pas spécialement ma cam à la base. J'aime énormément ce jeu que je trouve fun à jouer, qui peut être à la fois facile si on suit la trame principale, mais dès qu'on commence à aller sur les objectifs optionnels, c'est là qu'on commence à avoir des difficultés. Et le côté cartoon de Mickey et Minnie, comme les derniers courts-métrages qu'ils ont sortis, est vraiment excellent et super drôle. Donc voilà. J'ai également mis Deadly Premonition 2, qui est certes nettement moins bien que le premier Deadly Premonition, mais qui reste malgré tout très intéressant et qui est un jeu que j'affectionne beaucoup. Et j'ai mis à la fin, parce que je l'ai pas encore fini, mais je tombe amoureux de ce jeu et pourtant t'y croyais pas, c'est Xenoblade. Donc voilà, j'avance énormément dans ce jeu, je play beaucoup, je prends mon temps, je le slow run. Il faut. Voilà, je le slow run dans mon côté, comme on dit. Des fois c'est difficile de lâcher de lâcher la console parce que j'ai pris un nouveau rythme de vie, j'essaie de me coucher plus tôt, voilà, enfin bref. Et donc du coup je me dis c'est l'heure, faut que je me couche, et c'est difficile, mais j'y arrive malgré tout. Et voilà, donc je suis très content d'avoir mis la pièce et j'ai hâte de continuer en tout cas. De mon côté, 2 mentions. Pareil, 2 jeux que j'aime énormément. Donc Animal Crossing, on en a parlé, mais voilà, son côté chill. C'est vraiment le jeu quand on me demande, et ça arrive, quel est le bon premier jeu vidéo pour un jeune enfant. Je cite toujours Animal Crossing parce que il est panier, il est plein de richesse, il est plein d'amour ce jeu, et c'est vraiment c'est très très agréable à parcourir. Et j'ai mis Pikmin aussi en mention que j'aime énormément. Vous savez que j'ai beaucoup aimé Pikmin 4, j'ai fait une chronique dessus. Et pareil, un jeu qui est tout en douceur, tout en fraîcheur, et c'est un jeu d'été parfait. C'était ça d'ailleurs le sens de ma chronique. Donc si vous l'avez pas fait, l'été prochain, allez faire Pikmin 4, ça vaut vraiment le coup. Et ça m'envoie sur la prochaine question. Kira, as-tu des jeux que tu regrettes de ne pas avoir fait encore sur Switch, que tu aimerais rattraper? Alors oui, des jeux que je compte rattraper d'ailleurs, donc déjà tu en as parlé tout à l'heure, j'ai Pokémon Arceus, c'est là où on a beaucoup parlé, c'est un jeu que j'ai envie de faire, trop de jeux à faire avec la taverne et nos tests, du coup j'ai pas eu l'occasion de m'y mettre, mais je pense peut-être le faire cet été en tout cas. Pikmin 4, tu en as parlé à l'instant. Très bien. J'ai bien envie de faire aussi la saga Bayonetta, donc je me lancerai bien dans le jeu. Pour ça il va me falloir une manette pro, je pense, parce que j'ai pas envie de flinguer mes Joy-Con à matraquer les boutons comme un petit fou. Et Zelda TOTK aussi, que je ferai un jour. Pour l'instant c'est pas prévu, j'ai envie de le faire, j'ai le jeu dans la console, mais voilà, c'est un jeu que je me garde sous le coude. Voilà, peut-être un jour, prochainement, je ne sais pas, je reste indécis. Eh ben écoute, moi c'était Bayonetta 2 et 3 parce que Bayonetta c'est mon beat'em all préféré. J'aime par-dessus tout ce jeu que j'ai fait des centaines de fois, bon j'abuse un peu, mais peut-être des dizaines de fois, Bayonetta 1, et j'ai pas fait les 2 et 3, donc je les ai achetés là tout récemment. Donc pareil, quand j'ai fini les Xenoblade, je referai les 3 et vous aurez le droit à 3 chroniques sur les Bayonetta, sachant que j'avais fait Bayonetta Origins sur l'histoire de Cereza, qui pareil est en chronique, qui est très bien, donc je vous le recommande. Et en restant du coup toujours dans le thème Nintendo, n'empêche, tu te rends compte, tu le disais tout à l'heure, la console est sortie en 2017 et c'est quand même la console Nintendo qui a la plus longue durée de vie sans successeur maintenant. La console a déjà 7 ans,
donc ce qui est énorme. Même la Wii, où ils en ont vendu des palettes, la Wii U est sortie 5 ans plus tard, je crois, de mémoire, ou 6 ans plus tard, donc c'est vraiment la première fois. Et ça, c'est quand même un tour de force de Nintendo, parce que à l'époque, tu te souviens, ils avaient la DS d'un côté et la Wii de l'autre, et là, en fait, ils ont fusionné les deux parcs de jeux, en fait, donc ce qui leur procurait pas mal d'avantages, et surtout qui ont permis de pouvoir toucher un maximum de joueurs. Et je pense que même si la Switch 2, la première Switch, en fait, continuera à se vendre en parallèle, ce qui permettra justement peut-être de gonfler encore ce record historique pour Nintendo. Ah, c'est possible. Du coup, ça peut nous offrir la transition sur l'annonce de la Switch 2, mais j'avais un petit carton jaune à donner quand même à la Switch 1. Peut-être que tu en avais un aussi. Moi, j'ai deux griefs contre la console. Ah bah tu vois. J'ai un carton jaune, c'est l'absence de trophées. Donc vous allez me prendre pour un fada. Mais quand j'ai le choix entre un jeu PS5 et un jeu Switch, je choisis le jeu PS5 parce qu'il y a les trophées. Et en plus, je trouve l'interface quand même très datée, elle rame et tout. Enfin bon, à un moment, stop. Je veux bien qu'elle ait ses spécificités, mais les interfaces qui rament, bon, c'est chaud. Oui. Et le carton rouge, le Joy-Con Drift. Voilà, Nintendo a mis du temps à reconnaître le dysfonctionnement. Il existe toujours. Voilà, après c'est pas les seuls, hein. Il y a eu du drift aussi sur Xbox et sur PS5, d'accord, mais en tout cas on a bien appelé ce problème le Joy-Con Drift à un moment parce que ça a été les premiers à l'initier malheureusement. Donc voilà les cartons rouges que je mets dans la face de la Switch. Surtout que pour l'anecdote, le Joy-Con Drift, donc comme tu dis, continue toujours. Et j'ai un ami qui a acheté une Switch en série limitée également. Son Joy-Con a drifté. Il l'a envoyé au SAV, mais ils ont dû lui échanger contre un Joy-Con classique en fait, parce que justement, il n'avait plus ces fameux Joy-Con en série limitée. Donc si vous avez des consoles en série limitée, peut-être garder les Joy-Con de côté pour éviter que ça drift. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais si vous voulez garder vraiment l'objet tel quel, voilà, peut-être prendre d'autres Joy-Con à côté, c'est peut-être une bonne idée. Et donc tu avais un petit carton rouge aussi. Ah, c'est peut-être ça, non ? Alors non, moi j'ai un petit, alors c'est un carton jaunouné on va dire, mais c'est un petit carton jaune quand même. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la force de la Switch pour moi fait aussi un peu sa faiblesse, c'est que c'est une console en fait, j'appelle ça la console du remaster en fait. Énormément de jeux sur Switch donc sont des jeux remaster, donc pour certains jeux ça peut être très intéressant, ça leur donne une seconde vie. Mais quand je vois le nombre de jeux qui nous ont sortis qui sont vraiment des repompages d'anciens jeux, je trouve ça quand même assez facile, surtout que quand Nintendo est innovant, ils peuvent se permettre de faire de sacrées pépites, ils l'ont fait. On parlait de Zelda tout à l'heure, on parlait aussi de Mario Wonder, mais voilà, ça c'est dommage et c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal embêté. Après, n'ayant pas fait la Wii U, enfin les jeux sur Wii U par exemple, comme 99% des gens je pense, jouer à des jeux Wii U, ça pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais ressortir encore des jeux Switch avec certes quelques améliorations graphiques mais qui sont pas non plus significatives, pour moi c'était pas forcément nécessaire, surtout à les vendre à 49€ encore une fois, ou voire 59€ si on les achète sur le site de Nintendo. Je trouve ça quand même assez facile, et pour une console qui s'est autant vendue, je trouve quand même que Nintendo manque d'originalité, et c'est ce qui, on en parlera tout à l'heure, et c'est ce qui me fait un peu peur du coup pour la prochaine console. Kira, je suis ton mouvement. Tu nous emmènes vers l'annonce de la Switch 2. Non, t'es bon. Franchement, t'es bon. Je regardais le timing, je me dis bon, ça va peut-être être l'occasion. Tu devrais faire être animateur de podcast. Ouais, faudrait que j'essaye un jour peut-être. Donc l'annonce de la Switch 2. Donc annonce que je trouve un petit peu précipitée. On pourra en débattre évidemment, mais annonce courte d'une 1 minute, 2 minutes de trailer, donc via une publication sur Twitter, sur les réseaux. Nintendo a quelque chose à vous dire, bim, trailer. Donc on voit pendant cette petite minute la nouvelle console, donc qui est bien la Switch 2. Pas 7 minutes, hein, 1 minute. Voilà, 1 minute, c'est la minute, donc voilà, celle-ci. Faut pas cligner les yeux, hein, sinon vous perdez. Sinon vous n'avez pas vu l'annonce. Hein. Ne baillez pas, surtout, sinon vous voyez pas le trailer. Non, c'était très rapide. On découvre une console, donc Switch 2, on savait pas son nom, c'est officiel. On découvre qu'elle a le même design, un petit peu plus grand, un écran 8 pouces, des Joy-Con allongés magnétiques, donc qui vont plus se clipser. Ça, c'est vrai que c'était un peu galère parfois, mais là ils sont magnétiques, donc très cool. On sait quoi d'autre ? On sait que c'est rétro-compatible, donc ça merci, en physique et en démat, donc
plus aucune ambiguïté. Il y a quand même une petite astérix, ça marque que c'est pas rétrocompatible. A priori, sur tous les jeux, on aura des détails. Je t'avoue que ça me fait un peu peur, voir ce qu'ils vont nous annoncer, parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, la Switch a beaucoup fonctionné sur son ancien catalogue, et j'ai peur qu'ils nous fassent une petite pirouette en mode Zelda Breath of the Wild, il est pas rétrocompatible, mais on vous sort un remaster. Enfin, tu vois. C'est possible, franchement c'est possible, et à voir. Bon, je après, mets un bémol là-dessus. Peut-être que c'est un astérix de circonstance aussi, parce qu'il y a peut-être les premiers jeux mal optimisés, donc ils sont obligés de le dire. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pour éviter des futurs dramas. Possible. Je suis plutôt optimiste, mais les bon, jeux qui ne sont t'as plus raison. sous licence, par exemple. Gardons quand même, c'est vrai, Kira, un petit regard là-dessus. Pour le reste, on voit... la petite particularité, c'est qu'on voit un Joy-Con qui se transforme en souris quand on le met en latéral, et il y a un petit truc en plastique qui se met avec la Dragon d'ailleurs, qui permet d'avoir un Joy-Con un peu plus grand et qu'on transforme en souris visiblement, et il y a bien des capteurs infrarouges que l'on voit. Donc ça par contre, c'est ce qui m'intrigue le plus. Je pense qu'ils peuvent faire des trucs assez fous. Nintendo, pour Splatoon ou même pour des FPS, ou même moi, tu vois, j'ai pensé Kira parce que il y a une licence que j'adore, Age of Mythology. En fait, je me dis que peut-être ils ont créé le meilleur des deux mondes entre la console portable et le salon. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir à le meilleur des trois mondes en rajoutant les jeux PC. Peut-être qu'il y aura un accessoire en clavier et le Joy-Con en souris. Enfin, je me suis fait tout un monde. Pour l'arrivée du Game Pass sur Switch, peut-être. Mais Kira, peut-être qu'ils ont fait ça. Et dans ce cas-là, tu vois, ils avaient encore une fois le meilleur des deux mondes, et là, peut-être le meilleur des trois mondes, je sais pas. Mais en tout cas, moi, si demain on a des STR, donc des jeux de stratégie en temps réel à la StarCraft, à la Age of Mythology, Age of Empire, sur la Switch, en fait, ça peut devenir ma console unique. Qu'est-ce que tu penses de cette fonctionnalité souris là qui nous est teasée ? Moi, je me dis que c'est intriguant. J'attends de voir ce que ça donne, parce que quand Nintendo lance une feature comme ça, souvent ils ont une très bonne idée derrière la tête. J'attends de voir quelle est l'idée, en tout cas. Si c'est juste pour jouer à des FPS, c'est peut-être un peu gadget, mais après, s'il y a des possibilités, justement, peut-être pour des jeux de dessin, ou pourquoi pas. Moi, je suis quand même assez conquis par cette feature, parce que je me dis que ça peut donner une façon de jouer supplémentaire et novatrice. Donc, à voir en tout cas. Pareil, chez Master Marqué, il y a un petit bouton en plus aussi, sous le bouton Home. Ouais. Certains disent que ce sera un bouton C. J'ai vu ça tourner. Franchement, je sais pas. Je sais pas à quoi il va servir ce bouton. Peut-être en mode souris, parce que sous le pouce, du coup, ça permettrait de cliquer. Ah, peut-être bien, franchement je sais pas du tout. Certains disent qu'il y aura des fonctionnalités avec la caméra aussi, c'est des rumeurs, donc là on se permet d'aborder un peu les rumeurs, parce que vous avez vu, on a fait preuve de discrétion avant ça, pour pas, voilà, mais bon, là c'est des spéculations, je sais pas. Ce bouton m'intrigue pas mal aussi, t'as raison, je l'aurais pas évoqué, donc t'as bien fait d'en parler, j'avais zappé. T'as une idée toi du coup de ce que ça peut être ? Non, je te dis, à part peut-être en mode souris pour avoir un petit bouton sous la... En plus, à moins que ce soit symétrique avec l'autre Joy-Con qui a le capture d'écran, peut-être pour une question de symétrie, je sais pas, ouais. Non, parce que là, en fait, c'est ça, l'autre Joy-Con à capture d'écran, oui, c'est peut-être pour l'avoir sur les deux. Oui, bonne question. Ouais, ça peut être une bonne idée, oui. Là, je sais pas du tout, mais c'est vrai que ça m'a intrigué quand je l'ai vu, j'ai regardé plusieurs fois. S'il y a un bouton, c'est qu'il est destiné à servir à quelque chose, en tout cas. Très bel esprit de déduction, là aussi, Kira. Je vois que tu... Ah oui, non, mais Sherlock Holmes, tu joues beaucoup au jeu Hercule Poirot, sur... Ouais, je joue trop aux jeux d'enquête, j'ai un esprit de... Je suis un fin limier. Ah, t'es futé, tu vas très vite. Que dire de plus sinon, sur cette annonce quand même, bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part qu'on a vu Mario Kart. Oui. Ça on l'a vu. Ça a l'air d'être le nouveau Mario Kart, parce qu'il y a des fonctionnalités que le Mario Kart actuel n'a pas. On pourrait jouer jusqu'à 24 a priori. Voilà, il y a plus de zones de départ sur la vidéo. Donc des courses à 24, ce qui peut être extrêmement hilarant, ça franchement ça promet des trucs assez délirants. Ton cher Donkey Kong qui a été un petit peu redesigné aussi. Voilà, il y a eu quelques petites choses comme ça, j'ai un peu zappé. Carte avec des skis aussi, en faisant des arrêts sur image, donc peut-être qu'on aura un système de changement de biome, tu sais, comme on pouvait passer sous l'eau, aller à l'extérieur, donc là ils vont peut-être rajouter de la neige, je sais pas, mais en attendant, voilà, ça a le mérite d'être là. Eh ben écoute, merci, tu m'as offert un petit merci Kira, parce que tu as brodé pendant que j'ai retrouvé les spécificités que les gens ont décryptées. Donc en effet 24 places dans les starting blocks, donc plus de monde sur la ligne de départ, 12 pilotes en simultané, donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire, un circuit qu'on a vu qui est pas disponible dans Mario Kart 8, donc ce qui montre bien un nouveau circuit. Les boosters sont différents.
et les cartes même ne sont pas tout à fait les mêmes en termes de design. Donc voilà, des petits nouveautés, petits ajustements. Bon, pas trop de doute, ça fera partie du line-up, je pense. Donc line-up, d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est les jeux qui sortent en même temps que la console. Donc il y a peu de chance, enfin il y a au contraire beaucoup de chances que ce Mario Kart 9 accompagne la sortie de cette Switch 2. Et ils ont complètement raison, hein. Quand on voit que c'est toujours le premier des ventes Mario Kart, bah quoi de mieux pour vendre une console, si t'as pas un nouveau Zelda à proposer, bah tu balances un Mario Kart, quoi. Et d'ailleurs, tout à fait, quand on parle de Switch 2, que penses-tu du nom qu'il y a un Switch 2 ? Voilà. Bien, bon nom, pas bon nom, Super Nintendo Switch, certains espéraient ça, certains espéraient un carrément nouveau nom. Qu'est-ce que tu en dis ? Alors, je trouve ça logique et assez pertinent. Quand on voit l'échec de la Wii U, c'est parce que beaucoup de gens ont cru que la mablette était juste un accessoire pour la Wii. S'ils avaient appelé ça la Wii 2, je pense que la console aurait peut-être eu un autre destin. Là, le fait de l'appeler la Switch 2, bah là, c'est clair, c'est limpide. Donc, ça ne me gêne pas, on va dire. Je ne suis pas super fan du logo ou du design. Bon, ça, c'est plus à titre personnel. La console, quand je la regarde, elle est jolie. Elle ressemble à une Switch traditionnelle elle fait un peu plus premium, tu trouves pas ? Ça fait presque Switch Pro et c'est très valorisant dans ma bouche, c'est plutôt même un compliment. On est plus sur une Switch Pro qu'une Switch 2 presque. Et encore une fois, bravo Nintendo, hein, c'est pas du tout un reproche. Je le ressens surtout quand on voit le dock. Qui est un petit peu plus arrondi, un petit peu plus, on va dire, esthétique, qui fait moins jouer en tout cas. Et oui, le fait d'avoir par exemple des Joy-Con de la même couleur que ta Switch avec juste les petits liserés en dessous, des sticks et sur les côtés, la rend un petit peu plus précieuse et fait moins jouer, on va dire. Donc là-dessus, je suis d'accord. Ouais, moi, en tout cas, c'est ça que ça me donne un sentiment plus quali, plus premium. Et on sait que la tech, dans le monde de la tech en général, va vers le premium. On le sait, même PlayStation. Donc moi je trouve ça vraiment encore une fois très qualitatif, et pour répondre à Switch 2, je suis de ton avis, je pense que c'est très bien, il faut pas que ce soit confusant, il faut absolument surfer sur le succès de la première, et ils ont bien raison de le faire, Nintendo, ils ont choisi la sécurité. PlayStation l'a fait et ça marche. Donc ils ont entièrement raison. Ils jouent la sécurité, ils ont raison. Pourquoi faire autrement ? Ils ont en plus des features qui ont l'air un petit peu étonnantes avec la partie souris, mais moi surtout là où je les attends, c'est que là en fait on a vu la console, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Quelle interface, quelle fonctionnalité en termes d'écosystème ils vont imaginer ? La puissance aussi. La puissance, en fait, il reste plein de choses à découvrir, et je suis sûr que Nintendo va nous surprendre plutôt là-dessus. Moi, j'espère vraiment l'arrivée des trophées, j'espère une interface plus communautaire, on peut partager, j'espère peut-être qu'ils vont même faire leur propre réseau social de capture. Enfin, voilà, j'espère qu'ils vont aller plus loin dans l'aspect communautaire, sachant qu'ils ont déjà eu des essais avec la 3DS. Tu sais que tu pouvais garder plié dans ta poche et tu avais un Street Pass. Moi, je trouvais ça génial, j'ai très envie de le voir revenir. Enfin voilà, moi j'attends, je ne souhaitais pas personnellement de révolution en termes de design ou en termes de concept, tellement je le trouve génial, le concept hybride dont on a parlé tout à l'heure, mais je les attends plus sur la partie software, sur la partie logiciel, sur la partie interface, sur la partie communautaire pour ma part. Là-dessus, je suis d'accord. En parlant des trophées, pour changer un petit peu des trophées ou des succès, faire un système de tampons, par exemple, tu sais, comme il y a dans Mario Party, avec l'ADN. Et ça fait Nintendo, ouais, carrément. Ça fait un peu japonais, Nintendo. C'est ça pourrait être marrant. Ce que j'espère, moi, avant tout, comme tu dis, c'est un menu fluide déjà. Une console quand même plus jolie pour pouvoir jouer en docké, ça serait pas mal. Je demande pas à avoir l'équivalent de ma PS5 ou de ma Series X, mais au moins avoir quelque chose d'un petit peu plus clinquant quand même. Pourquoi pas avec un système de boost pour les jeux, tu sais, comme on a sur Xbox, avec toi, l'auto HDR ou le FPS boost. Peut-être pas quelque chose d'équivalent, mais quelque chose qui pourrait peut-être améliorer aussi certains jeux. Ce que j'attends, c'est pas Joy-Con Drift aussi, qu'ils aient retenu les leçons de leurs erreurs précédentes. Là où je suis un poil déçu, c'est que j'ai l'impression que cette vidéo a été balancée un peu à l'arrache, c'est un peu précipité suite au leak qu'il y a eu au salon de Las Vegas.
Et donner rendez-vous comme ça dans 3 mois pour donner plus d'informations sur le jeu, il peut s'en passer des choses en 3 mois et on peut se taper malheureusement peut-être d'autres leaks, vrais ou pas vrais, hein, mais ça risque de pourrir un peu l'ambiance. C'est peut-être un peu tôt. Ce genre de bande-annonce, toi, je le vois bien maximum 1 mois avant la date butoir pour la présentation, mais 3 mois ça fait quand même beaucoup. Franchement, Kira, t'as trop raison. On n'en a pas parlé, hein. C'est notre premier débrief sur l'annonce et tout, et je suis mais à 2000% de ton avis. Je trouve le format un peu précipité, je les sens presque, enfin ça sent qu'ils sont un peu dégoûtés, enfin je surinterprète peut-être, mais en effet ils ont rien d'autre à montrer à part que ça. Ils nous donnent rendez-vous le 2 avril, c'est ça les 3 mois dont tu faisais référence, ils nous donnent rendez-vous le 2 avril. C'est hyper loin pour un Nintendo Direct où là on verra plus de détails. J'ai réservé mes places d'ailleurs, peut-être que je serai tiré au sort. Pour info, j'ai réservé samedi à 10h, hein, si jamais on se croise. Donc c'est du 4 au 6 avril, tu as raison, il y a une présentation à Paris et dans toutes les autres grandes capitales européennes et dans le monde. Donc vous pouvez vous inscrire en effet, il y a un tirage au sort pour obtenir les billets. Et ouais, ça me donne le même sentiment. Et donc on a fait une émission, on a parlé du CES la semaine dernière. Volontairement, on n'a pas parlé de ces fuites non plus parce que, et moi c'est mon intime conviction, ce qui détruit aujourd'hui un petit peu le monde du jeu vidéo actuel, c'est ces fuites, c'est les réseaux sociaux. Ça pousse les éditeurs à communiquer à l'arrache, ça met de la pression sur les équipes, on se rend pas compte, hein, mais les leaks, ça met une vraie pression sur les développeurs, sur les constructeurs, ça les fait travailler dans l'urgence, ça les oblige à tenir des deadlines, enfin c'est vraiment pas sain, et je partage cette déception. J'ai eu le sentiment qu'on m'a un petit peu volé quand même mon annonce de la Nintendo Switch 2, parce que c'était très certainement pas les plans de Nintendo. C'est certain. Rappelle-toi de l'annonce de la Nintendo Switch, la première bande-annonce que j'avais regardée à l'époque au moins 15 fois, que j'avais détaillée dans tous les sens, où c'était juste un gars qui montrait qu'il pouvait jouer partout avec sa Switch en fait. Ça expliquait le concept, c'était ludique, il n'y avait pas de puissance de console, il n'y avait pas spécialement de jeu qui était montré, et là le fait d'avoir une pauvre vidéo d'1 minute en CGI, je trouve ça un peu, comme tu dis, rushé, un peu limite, et j'aurais préféré que Nintendo prenne peut-être 2-3 semaines de plus avant de l'annoncer, et de faire peut-être une vidéo dans le même acabit que la première. Là, c'est vraiment pour dire, c'est bon, maintenant vous êtes au courant, il y a une Switch 2, on s'en doutait tous déjà. Et calmez-vous, voilà, et attendez la date. Tu vois, j'ai l'impression qu'on me l'a balancé à la poire. Tu le veux ton cadeau, voilà, tu vois. Et c'est dommage. C'est cool parce que ça reste quand même un événement, une nouvelle console, mais il n'y a pas cet effet waouh, sachant que la console ressemble aussi beaucoup à la console précédente, il y a encore moins cet effet waouh. Et voilà, en tout cas pour moi la bande-annonce est en demi. Tout à fait. Après, ça n'a absolument pas amputé mon enthousiasme, mais c'est vrai que moi du coup, je l'achète. Ce côté événementiel, c'est un petit peu décevant. Et dernier point chaud, avant de conclure, l'écran. Donc l'écran 8 pouces ne sera pas un écran OLED, donc petite régression par rapport à l'écran OLED de la Switch OLED. Donc c'est un écran LCD 1080p. Bon, ce choix, je le trouve discutable. Moi, j'aurais aimé un écran OLED tellement il est magnifique, l'écran OLED de la Switch 2. Après, sur du LCD, on peut faire des choses assez folles. Regarde la Portal, hein, c'est très beau. J'allais citer la Portal, tout à fait. Et le choix, si ce choix est dicté par des coûts de fabrication limités, ça coûtera moins cher, une facilité de fabrication, et aussi, dites-vous bien que le grand public, c'est la cible, et ils s'en cognent, je pense, pour la majorité de l'écran OLED. Je leur donne pas raison parce que j'aurais préféré un écran OLED, mais je comprends tout à fait si vraiment ça nous permet d'avoir une console peut-être en dessous de la barre des 400 €. D'ailleurs, ce que j'espère. En termes de tarifs, ça peut être notre dernier petit débat pour les 2-3 minutes qui restent. Ton prix, tu le situes à quel niveau tu penses pour cette Switch ? J'aimerais bien que ce soit aux alentours des 400 €. Je me dis avec l'inflation, 400 € ça serait bien. 450 € maximum, dans le sens où on va pas se retrouver avec des consoles aussi performantes que nos consoles actuelles, c'est sûr. Je pense qu'aussi pour toucher le grand public, il faut que la console soit moins chère, et c'est ce qui fait aussi pourquoi la Switch est aussi bien vendue. Donc je verrais un 399 € pour moi, ce serait parfait. Et une sortie à quelle date ? Du coup, on aura la date le 2 avril, mais c'est pas la date de sortie. Tu penses qu'elle sortira quand ? Alors, si Nintendo est vraiment couillu de ouf et qu'ils veulent faire un truc de malade, ils te la balancent en shadow drop direct, tu sais. Ah ouais. Vous la kiffez, et elle est dispo lundi.
Ah ouais, et aux événements, on pourrait acheter les premières. Ah, ça, j'ai pas du tout pensé. Et ça, franchement, je vais partir avec 400 balles, justement, pour, au cas où. Je ne pense pas, mais ça serait un rêve incroyable. C'est tu vas à l'événement, tu repars avec ta Switch 2, et derrière, elle est dispo dès le lundi dans les magasins. Enfin, t'imagines un peu le truc de malade. Enfin. Là, ça serait incroyable, et surtout ce côté événementiel où t'es invité, le côté un peu premium pour la tester et tout, enfin ça serait vraiment ouf, je ne pense pas. Après, à mon avis, je pense qu'elle serait peut-être dispo en septembre, après les vacances d'été, avant Noël, pour que les gens puissent commencer à investir pour les fêtes de Noël, pourquoi pas l'offrir sous le sapin. Ouais, moi je la vois sortir avant l'été. Le truc, c'est qu'il y a aussi une composante qui n'a rien à voir, mais il faut aussi y penser, c'est qu'il y a GTA qui va sortir. On ne sait pas quand il va sortir, c'est pas forcément le même public, mais je pense que GTA va cannibaliser toute la com à un moment. Donc je pense aussi qu'ils attendent peut-être la date de sortie de GTA pour pas se caler au même moment. Même si encore une fois, ça n'a rien à voir. La communication de GTA, c'est un bulldozer, quoi. Donc ça pourrait malheureusement amoindrir cette sortie. Franchement, je sais pas. Peut-être. Mais moi je la vois sortir quand même bien avant GTA, donc à voir. Mais t'as raison, c'est un événement en tout cas majeur dans l'industrie qui, voilà, tous les regards sont braqués quand même chez Rockstar pour savoir quand leur jeu va sortir. J'ai prévu un petit mot de la fin. Avant que je te laisse la parole pour conclure, Kira, mais ce mot c'est Hideki Kamiya, donc le papa de Resident Evil, Devil May Cry, Okami, Bayonetta, donc mon goth, je l'adore ce gars-là. Il disait au sujet des fuites justement, donc je cite, il disait: j'espère que toutes les personnes qui ont fait fuiter les informations sur la Nintendo Switch 2 et même celles qui vont relayer, donc nous on n'a jamais le relayé, on n'est pas concernés, ils disent seront maudites, quand même il est chaud, non c'est un gars très chaud, et auront de la M, 3 petits points, donc du caca sous la semelle de leurs chaussures pour le reste de leur vie lorsqu'ils rentreront chez elles. Donc il n'est pas content, il déteste les leaks et très certainement pour les raisons que j'ai données. Quand je vois comment beaucoup de personnes se sont empressées de publier ces fameux leaks, en fait, enfin, je suis désolé, laissons la primeur à Nintendo et sous prétexte peut-être de faire des vues ou de faire de l'écoute en plus, c'est possiblement, enfin c'est même passablement moyen et assez prématuré, surtout qu'encore une fois ça aurait pu être un gros fake en fait. Et je trouve ça dommage, et ce qui explique aussi pourquoi cette présentation en demi-teinte. Bon, Kira, quand même, on est convaincu, c'est Day One tous les deux. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Ah oui, c'est Day One tous les deux, dès qu'ils ouvrent les réservations, je vais réserver. Quel que soit le jeu du line-up, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai plein de jeux Switch à faire, donc je les ferai sur la Switch 2, de toute manière. Mais oui, ça sera Day One pour moi. Eh bien écoute, Kira, sur ces bonnes paroles, je te laisse peut-être dire un dernier mot, conclure cette émission, dire ce que tu veux, bref. C'est le moment de la fin, on a tout dit ce que j'avais noté en tout cas. Alors en conclusion, moi je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un Nintendo addict au plus haut point. J'aime beaucoup les jeux Nintendo, mais je ne vois pas que par le prisme Nintendo. Et donc on va dire que je suis un casu Nintendo en fait, si ça peut être plus détaillé. Ça n'empêche que j'ai beaucoup aimé jouer sur cette Nintendo Switch et je prends toujours du plaisir à jouer dessus. J'aime beaucoup malgré tout ce que fait Nintendo, et c'est un peu une de ces licences doudou en fait, où j'aime bien me replonger dedans à certains moments de ma vie, à certaines époques, et j'espère que Nintendo va continuer ce chemin-là en fait, à nous proposer des choses toujours plus innovantes et surtout faire vivre ces licences aussi chères à nos cœurs de gamers en tout cas. Et je lui souhaite en tout cas à cette Nintendo Switch 2 en tout cas une aussi belle longévité que la première Nintendo Switch. Sinon, pour passer cette petite conclusion, moi je te remercie pour ce petit hors-série en tout cas. Enfin, ça va pas être hors-série, mais pour ce petit sujet à côté de nos émissions habituelles. C'est vrai que ça change et ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez voir des films, jouez à des jeux vidéo, lisez des livres comme d'habitude. Faites du sport aussi, c'est important. On garde notre conclusion habituelle, c'est ça que j'adore. Merci Kira. Dites-nous si cette émission vous a plu. Surtout, c'est un petit nouveau format. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.